Bonjour, bienvenue pour ce live au Musée de la Grande Guerre qui sera consacré aujourd'hui aux collections d'affiches américaines. Alors c'est un thème que j'ai déjà abordé dans des précédentes vidéos qui sont toujours disponibles si vous souhaitez aller les consulter. Alors nous avons profité de la fermeture annuelle du musée pour effectuer un nouvel accrochage d'affiches donc dans la salle thématique consacrée aux États-Unis. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui de vous présenter un petit peu quelques-unes de ces nouvelles affiches qui ont toutes été restaurées pour l'occasion et qui vont rester exposées à peu près 1 an avant de repartir en réserve. Donc, évidemment, je ne vais pas reprendre tous les éléments dont j'ai déjà parlé. Je vous invite évidemment à aller consulter les vidéos. Mais en préambule, en guise d'introduction, je vais rappeler quand même un petit peu le contexte de la mobilisation américaine, puisque évidemment ces affiches sont l'occasion de parler de cette mobilisation américaine qui va être une mobilisation à la fois militaire, mais aussi, on va le voir, économique et culturelle pendant cette Première Guerre mondiale. Alors les États-Unis, je le rappelle, rentrent en fait dans cette Première Guerre mondiale assez tardivement, en avril 1917. Ils ont voulu pendant longtemps conserver une certaine neutralité, au moins une neutralité apparente. Et puis au début de l'année 1917, plusieurs événements vont les pousser un petit peu à sortir de cette neutralité, notamment le fait que l'Allemagne lance une guerre sous-marine à outrance en février 1917. Ils vont se mettre aussi à torpiller des navires neutres, dont des navires américains. Et puis l'affaire du télégramme Zimmermann, qui a lieu également au début de l'année 1917 et qui révèle l'existence d'un projet d'alliance entre l'Allemagne et le Mexique contre les États-Unis. Donc évidemment, tout ça va faire que Woodrow Wilson, le président américain, déclare la guerre à l'Allemagne le 6 avril 1917, plutôt avec réticence. Et la population américaine est également plutôt réticente en fait, à cette entrée en guerre. Et donc, on va devoir mobiliser l'opinion, notamment à travers des campagnes d'affichage, pour vraiment mobiliser tout le pays dans l'effort de guerre. Alors, une première forme de mobilisation, c'est une mobilisation financière. On va effectivement inciter la population à donner son argent, à faire des dons financiers pour financer cette guerre qui va coûter très cher. Alors je vais commencer avec cette affiche qui a été éditée par le département du Trésor. Donc le département du Trésor va éditer des War Saving Stamps, donc des timbres de guerre en fait, auxquels la population peut souscrire pour aider à financer la guerre. Donc ici, on voit qu'il y a quand même une grande zone de texte, mais surtout, dans la partie haute de l'image, plane donc la figure du général John Pershing. Donc John Pershing, en avril 1917, est nommé général du corps expéditionnaire américain en Europe. Et donc, c'est évidemment une figure qui va incarner l'autorité. C'est un meneur d'hommes intransigeant qui là plane au-dessus du champ de bataille, au-dessus, qui mène les soldats à la guerre. Et donc, ce qu'on dit aux civils, c'est devenez également un patriote, Pershing, donc faites partie de cette armée en quelque sorte, vous aussi, en donnant de l'argent pour financer la guerre. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette image, c'est notamment la représentation qui est faite du combat et du champ de bataille. On voit un soldat menant la charge à cheval. On reconnaît bien les soldats américains avec leur casque, un peu plat, ovale, qui s'inspire du casque britannique. Ils ont encore la baïonnette au canon. Et on sait très bien qu'en 1917, sur le front occidental,
on se bat dans des tranchées, dans une guerre de position, et on n'est pas du tout à mener la charge comme ça sur le champ de bataille. Hein. L'évolution de la guerre et du mode de combat a bien changé. Ça reflète quelque part, même si évidemment c'est une vision très idéalisée ici, hein, ça reflète une certaine méconnaissance encore de la guerre telle qu'elle est menée sur le front occidental en 1917. Alors, une autre illustration, une autre affiche qui a été éditée par le département du Trésor se trouve juste à côté. Donc voilà, on voit bien hein, le département du Trésor. Là aussi, c'est pour inciter la population à souscrire au timbre de guerre. Et là, je trouve qu'on a un style assez différent d'illustration. Le message est le même, hein, mais on va effectivement avoir une représentation, alors déjà beaucoup plus stylisée. Là, on est vraiment dans ce que les affichistes américains vont avoir d'assez moderne aussi à l'époque. On recherche des couleurs vives, hein, des couleurs contrastées, avec ce texte en jaune sur fond noir, les couleurs traitées en aplat, une stylisation des formes. Et là, on est déjà dans une représentation un petit peu plus justement de cette guerre industrielle avec la présence de cette mitrailleuse. Et on voit comment les bons du Trésor, en fait, deviennent autant de munitions hein, qui vont permettre aux soldats américains de gagner sur le champ de bataille. Donc il y a vraiment un lien direct qui est fait entre les dons que vont pouvoir faire les civils, les efforts que vont faire les civils sur le front de l'arrière et les victoires qui vont ensuite être menées sur le champ de bataille. Donc là, une image aussi assez impactante hein, où on va chercher vraiment d'aller à l'essentiel pour rechercher une efficacité du message. Hein. On communique sur la guerre, en fait, vraiment à travers ces images. Alors là, c'était un exemple sur la mobilisation financière qu'on va demander aux civils. Il y a d'autres organisations qui vont avoir un rôle aussi très très important et qui vont se mobiliser pendant la Première Guerre mondiale, c'est les organisations caritatives. Alors je vais me déplacer un petit peu pour vous montrer donc cette affiche qui a été éditée par l'Armée du Salut. Alors, elle fait partie des grandes organisations caritatives hein, qui vont prendre de l'ampleur au cours de cette Première Guerre mondiale. Alors évidemment, la plus connue d'entre elles, c'est la Croix-Rouge. Il faut savoir qu'une aide évidemment très importante va se mettre en place avant même que les États-Unis rentrent en guerre. Hein. Dès 1914, les Américains vont aussi contribuer notamment à travers des associations qui viennent en secours aux blessés, aux prisonniers, aux réfugiés. Mais à partir du moment où des soldats américains vont être mobilisés sur le sol européen, beaucoup d'associations aussi vont venir en soutien à ces soldats américains. Et donc c'est notamment le cas de l'Armée du Salut qui proposait dans des campements à proximité du front et des différents champs de bataille eh bien, des denrées pour les soldats, du café, du chocolat, qui leur proposait des activités aussi également, activités sportives, des représentations théâtrales par exemple, pour les occuper, pour soutenir le moral. Et il y a quelque chose qui est devenu assez emblématique de l'Armée du Salut, qui est en fait les Donut Lassie. Donc c'était les volontaires féminines qui distribuaient des donuts aux soldats américains. Donc là, c'est ce qui est représenté sur cette image. Ça montre bien aussi le rôle important des femmes hein, qui vont en fait avoir un rôle essentiel justement dans ces associations caritatives. Elles sont très nombreuses à s'engager à ce moment-là. Et on voit donc ce soldat américain au premier plan qui a vraiment une mine réjouie. Et il faut imaginer évidemment que c'est une pâtisserie emblématique, caractéristique qui va permettre aussi aux soldats de se rappeler leur pays. Hein, ça fait longtemps qu'ils sont loin de chez eux. Donc c'est quelque chose qui a été récurrent et qui a été beaucoup représenté dans les affiches de l'Armée du Salut. Hein. C'est vraiment quelque chose pour lesquels ils étaient connus.
Et donc à l'origine, c'est une association qui a été fondée en Angleterre par un pasteur à la fin du 19e siècle, mais qui prend vraiment beaucoup d'ampleur au cours de la Première Guerre mondiale, notamment aux États-Unis. Ce qui est intéressant également sur cette affiche, c'est qu'elle a été éditée, on le voit bien à la date, la semaine du 11 au 18 novembre 1918, c'est à l'occasion de la campagne unie de travail de guerre, qui est une très grande levée de fonds qui va être organisée par les plus grandes associations caritatives américaines. Et en fait, on se dit, mais finalement, c'est au moment de la signature de l'armistice. Pourquoi encore lever des fonds à ce moment-là? Eh bien, en réalité, le soutien aux soldats va continuer bien après la signature de l'armistice. Il faut imaginer qu'à ce moment-là, il y a 2 millions de soldats américains sur le sol européen. Il va falloir les rapatrier, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, en réalité, il va falloir continuer le soutien moral aux soldats bien après 1918, jusqu'en 1919, le temps qu'ils puissent finalement rentrer chez eux. Et c'est là aussi où ces associations vont avoir un rôle assez important, même après la fin de la guerre. Alors je vous propose qu'on se déplace maintenant. Ça va être l'occasion de passer devant cette grande vitrine, ce grand diorama qui présente toutes nos collections consacrées donc justement aux Américains, là plutôt sur le plan militaire, sur leur arrivée en Europe. Ce sont des collections extrêmement riches. Je vous invite évidemment à venir découvrir ces collections où on voit toute la richesse de l'équipement, notamment américain. Ils arrivent équipés sur le sol européen. Et nous arrivons devant de nouvelles affiches. Alors, une autre forme, c'est toujours finalement sur la mobilisation financière, qui est très importante, ce sont notamment les grands emprunts. Alors ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les pays pendant la Grande Guerre. Encore une fois, on va lancer des grands emprunts en France, en Angleterre, en Allemagne. Et aux États-Unis, donc, il y a une loi en 1917 qui va autoriser le gouvernement à lancer des emprunts financiers, encore une fois, pour permettre de financer l'entrée en guerre. Donc il va y en avoir 4 qu'on va appeler les emprunts pour la liberté et également un emprunt pour la victoire en 1919 qui vont permettre de récolter énormément d'argent, et on estime qu'à peu près 1 Américain sur 3 a contribué lors de ces grands emprunts. Donc c'est quand même une grande partie de la population qui va finalement s'investir dans ces levées de fonds. Donc ici, c'est une affiche qui a été éditée au moment du 3e emprunt pour la liberté, Liberty Loan. Et donc là, c'est aussi une imagerie qui va être très utilisée par les affiches de propagande. C'est tout simplement, on voit un soldat américain qui s'interpose en fait et qui stoppe un soldat allemand qui est très reconnaissable toujours avec le fameux casque à pointe et donc qui s'interpose face à un soldat allemand qui s'attaque à une femme et son enfant. Donc c'est cette idée que le soldat américain est le protecteur des populations civiles en Europe, qu'il va évidemment sauver en quelque sorte ces populations de la barbarie. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui vise à diaboliser l'ennemi, et aussi à justifier la guerre à travers une conception assez manichéenne. C'est l'idée que c'est le bien qui se bat contre le mal, et que c'est la civilisation contre la barbarie. Alors là, c'est une image qui est assez forte,
c'est un illustrateur assez connu qui s'appelle Henry Patrick Riley et qui illustrait de très nombreux magazines à l'époque et qui a, on reconnaît son style, il a un style assez caractéristique avec un trait assez large, noir vraiment, et on voit aussi ce contraste avec l'arrière-plan enflammé, donc ça donne aussi une force à cette image et évidemment c'est encore une fois pour inciter à contribuer à l'effort de guerre, pour arrêter l'allemand, il faut contribuer à financer la guerre. Alors juste en face se trouve une autre affiche qui a été éditée, celle-ci, pour le deuxième emprunt pour la liberté en 1917 et que je trouve très intéressante aussi. Elle raconte beaucoup de choses. Alors c'est un style assez différent, beaucoup plus doux, je dirais, dans la représentation, où on voit un bateau transportant des immigrés européens qui arrivent et qui découvrent évidemment la Statue de la Liberté pour la première fois. Donc, c'est une allusion évidemment à Ellis Island, qui était donc l'île à New York qui accueillait les bateaux d'immigrants européens. Et on leur dit, rappelez-vous de ce premier frisson, de ce premier sentiment de liberté. Maintenant, faites votre devoir en achetant des bons d'emprunt. Donc c'est évidemment une affiche qui va s'adresser à ces populations issues de l'immigration récente. Il faut savoir que depuis la fin du 19e siècle, les États-Unis ont accueilli à peu près 20 millions d'immigrants. C'est énorme. Et majoritairement des populations issues d'immigration européenne, donc des Allemands, des Scandinaves, des Italiens, des Russes. Donc, évidemment, il va falloir aussi s'adresser à ces populations qui, au moment de la guerre, vont se retrouver un petit peu déchirées entre leur pays d'origine et leur pays d'accueil. Donc les affichistes vont aussi cibler ces populations et là on joue sur évidemment le sentiment de reconnaissance et de devoir, ayez de la loyauté pour le pays qui vous a accueilli et contribuer à l'effort de guerre. Donc je trouve que c'est une affiche qui est intéressante, elle raconte beaucoup de choses sur ce que sont les États-Unis à l'époque et sur comment aussi la propagande va essayer de s'adresser vraiment à toute la population. C'est surtout aussi une grande peur aux États-Unis de fragiliser l'unité nationale et c'est d'ailleurs aussi ce qui a fait que les États-Unis ont longtemps hésité à entrer dans la guerre. Ils ne veulent surtout pas prendre parti en sachant que dans leur population se trouvent finalement des personnes d'origine allemande, autrichienne, italienne, et que ça pourrait fragiliser un petit peu cette nation encore toute jeune. Alors une autre forme de mobilisation qui va être extrêmement importante sur le front de l'arrière, c'est l'économie de nourriture et l'économie des ressources. Alors on va se déplacer un petit peu. Et là, nous allons effectivement évoquer une autre administration qui va avoir un rôle extrêmement important à jouer pendant cette Première Guerre mondiale, c'est la US Food Administration, donc l'administration pour l'alimentation. C'est un département qui est créé en août 1917 par le président Wilson. Justement, sa mission principale, ça va être de gérer les ressources disponibles et surtout de s'assurer que l'armée américaine puisse être toujours approvisionnée suffisamment en nourriture. Donc, cette administration va vraiment produire énormément d'affiches et répéter sans cesse les mêmes messages sur l'économie des denrées, comment les civils peuvent eux aussi contribuer en faisant attention à leur manière de consommer en fait. Donc ici, je vous montre
une nouvelle affiche qui a été également illustrée par Henry Patrick Raleigh. On reconnaît son style assez caractéristique, toujours assez sombre quand même, hein. Pas forcément l'emploi de couleurs vives, mais encore une fois une recherche d'effets un peu dramatiques. Et donc là, on voit deux soldats américains sur le champ de bataille. On aperçoit un canon à l'arrière-plan. Et donc, il y en a un qui tient son camarade blessé ou mourant dans ses bras. Donc, il y a quelque chose presque qui évoque presque une iconographie religieuse. Hein. C'est presque des martyrs sur le champ de bataille. Et le slogan nous dit « Blood or bread », donc du sang ou du pain. Certains donnent leur vie sur le champ de bataille, et vous, que faites-vous? Eh bien, il faut économiser le pain, hein, pour les aider. Donc évidemment, il y a cette phrase un peu choc, hein, on voit qu'on cherche le slogan, la phrase qui va marquer, qui va interpeller celui qui regarde, et donc toujours une recherche d'efficacité dans le message. Je vais vous montrer également d'autres affiches qui ont été éditées par cette même organisation, hein, toujours la US Food Administration, qui a été très inventive, on va dire, dans les affiches qu'elle pouvait proposer. Alors, je voulais vous montrer celle-ci, qui montre le Kaiser, donc Guillaume II, qu'on voit ici représenté. Qui est donc représenté, alors vous voyez, il a vraiment une figure très, on va dire, assez sinistre, hein, c'est vraiment l'ennemi absolu. Alors Guillaume II était évidemment beaucoup caricaturé dans les journaux de l'époque, dans la presse de l'époque, dans la presse satirique, et puis dans les affiches, hein, donc on le reconnaissait immédiatement à l'époque. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à l'arrière-plan la silhouette d'un sous-marin allemand et d'un bateau en train de couler. Donc, cette affiche, par le texte également, hein, on parle des U-boats, donc c'était les sous-marins allemands, hein, qu'on appelait comme ça, et fait référence justement à cette guerre sous-marine qui va être lancée par l'Allemagne au début de l'année 1917. Et c'est aussi quelque chose qui est très récurrent dans l'imagerie de l'époque, parce qu'on montre évidemment ces Allemands qui vont torpiller sans vergogne des navires donc neutres, hein, américains avant l'entrée en guerre des États-Unis, et qui transportaient parfois des civils. Donc derrière ça, il y a évidemment aussi l'allusion au torpillage du Lusitania en 1915, qui transportait notamment des civils américains qui avaient beaucoup ému l'opinion. Et tout ça, ce sont des arguments qui vont être utilisés aussi au moment de l'entrée en guerre des États-Unis pour justifier cette entrée en guerre, hein. Regardez ce qu'ont fait les Allemands, il faut absolument voilà, se mobiliser dans ce conflit. Donc, on voit très bien ici cette allusion à cette guerre sous-marine. Et donc, ce que dit l'affiche, c'est aussi, voilà, pour conduire le Kaiser et ses sous-marins à la défaite, eh bien, il faut économiser les denrées. Là, en l'occurrence, ici, c'est plutôt le blé, hein, auquel on fait allusion. Donc, c'est toujours cette idée, évidemment, que la guerre se gagne aussi à l'arrière par les efforts de chaque individu. Juste en face, il y a aussi une autre affiche, toujours éditée par l'US Food Administration, et qui là fait aussi encore une fois référence à cette économie, et qui là joue plutôt aussi sur la culpabilisation, hein, des personnes, puisqu'on voit en fait un homme au restaurant, repu, qui n'a pas fini son assiette, et le regard des approbateurs, des serveurs à l'arrière-plan, hein, nous montre bien que c'est le comportement qu'il ne faut pas tenir, hein, qu'il ne faut pas avoir. Et donc le texte nous dit « Ne gaspillez pas ». Terminez votre assiette, en gros, hein, surtout pendant que
pendant que votre femme, elle, économise. Ça fait référence aussi aux ménagères américaines qui vont avoir un rôle. Elles signaient une carte notamment d'engagement qui les engageait à respecter par exemple des jours sans viande, des jours sans chauffage, des jours sans blé. Et donc évidemment l'idée c'est de montrer que finalement la guerre se gagne aussi à l'arrière et que les efforts, en fait, finalement, le front domestique est assimilé au champ de bataille. On gagne aussi la guerre grâce aux efforts qu'on fait en économisant la nourriture. Donc, je trouvais intéressant cette image qui joue aussi sur la culpabilisation et sur l'idée qu'il faut être exemplaire et que chacun doit être exemplaire dans son comportement, même si on n'est pas au front. Donc ça, voilà, c'est typiquement les affiches qui vont être éditées par cette administration qui va en éditer énormément. Il y en a encore d'autres à découvrir dans cette salle actuellement. Donc je vous invite évidemment à venir découvrir. Je n'ai pas tout montré. Vous pouvez, elles seront encore une fois accrochées pendant à peu près 1 an. Donc n'hésitez pas à venir les voir. Elles sont dans un très bel état de conservation et donc c'est l'occasion aussi de découvrir ces très belles collections d'affiches. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt au musée.